France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue au club. À l'occasion de la 5e édition du FIPADOC qui se tient en ce moment à Biarritz, rencontre avec 2 réalisateurs présents en compétition au Festival international du documentaire. Ils ont filmé des lieux refuges, la Casa Susana pour Sébastien Lifshitz, réalisateur césarisé des Invisibles en 2012, puis de Petites filles, d'adolescentes ou encore de Bambi. Un relais de routier pour Laurie Pinon, monteuse et réalisatrice, dans son documentaire intitulé La valse des platanes. Que nous disent les lieux ? Quelle part d'invisible donne-t-il à voir ? Raconte-t-il l'histoire ou l'avenir ? On en parle jusqu'à midi et demi. Now, for reasons which will become very clear, we're going to use first names only. Would you please introduce yourselves? Misty, Vicky, Sonia, Simone. Ladies and gentlemen, the reason for using first names only for these very, very charming contestants is that right now, each one of them is breaking the law. You see, each of our contestants is a man. 2023, labellisé année du documentaire, au FIPADOC de Biarritz qui s'est ouvert vendredi, plus de 200 œuvres seront présentées. Leur point commun, le réel, dont elles traitent s'empare. Qu'elle détourne. Pensée en série ou en réalité virtuelle pour le cinéma ou autrement, voilà ce réel qui réapparaît, en tout cas sous toutes ses formes, pour l'occasion de ce FIPADOC, mais aussi sur les écrans, dans nos télés et à écouter dans nos oreilles. France Culture sera présent avec des documentaires sonores et les responsables de LSD, la série documentaire que vous pouvez écouter tous les jours sur l'antenne. Bonjour Laurie Pinon. Bonjour. Bonjour Sébastien Lifshitz. Bonjour. Bonjour, on entendait à l'instant un extrait de votre documentaire Casa Susana, avec cet homme qui nous raconte que toutes ces femmes qui sont là sur le plateau sont en fait des hommes et qu'elles sont surtout hors la loi. Casa Susana sera présentée mercredi et vendredi au FIPADOC avant d'être diffusée sur Arte. Retour dans les années 50-60 aux États-Unis, sur la route de cette fameuse Casa Susana dont on va reparler, un lieu refuge pour des hommes qui voulaient vivre comme une femme, être une femme, mais aussi c'est un réseau clandestin de travestis dans une époque où ce changement d'identité était impensable, était interdit. Extrait de votre film. The style at Casa Susana wasn't vampy or very sexy. They were dressing up as middle-class women that would be putting on their Sunday best and their finery. And it wasn't like they wanted to be a Betty Page or something like that. They wanted to be accepted person of the female persuasion in society. And the transformation for most of them wasn't an easy thing to accomplish. It took hours to get to the point where they were satisfied with their look. En traduction, Sébastien Lifshitz. En fait, là, il s'agit de Grégory, qui est un des personnages principaux du documentaire. Et Grégory parle du style de vêtements en fait, que les travestis portaient à la Casa Susana et qui ne sont pas du tout ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est-à-dire des vêtements de drag en fait, ou des vêtements assez flamboyants, pas du tout. En fait, ces hommes voulaient ressembler pour la plupart soit à leur mère, à leur sœur ou à leurs épouses, parce qu'ils étaient pour la plupart mariés. Et donc, ils avaient une sorte de référence assez bourgeoise, assez conformiste, en fait. Et l'idée était vraiment de ressembler à la femme au foyer, à l'américaine moyenne. Oui, absolument. C'est ça. C'est ce qu'il dit exactement dans cet extrait. Oui. Que vous ne nous traduirez pas, du coup. Ah, non, vous avez tout dit. Voilà, le style de la Casa Susana n'était pas sexy ou glamour. Elle s'habillait en bourgeoise endimanchée, avec leurs plus beaux atours. C'est pas comme si elle voulait être des Betty Page ou elle voulait être des personnes du genre féminin acceptées en société. Il y a vraiment cette obsession d'être dans une forme de respectabilité, en fait. L'époque était dure. Les années 50 aux États-Unis, l'après-guerre est une période extrêmement conformiste. C'est quand même la période de Hoover, la période du macartisme, et on sent qu'il y a quelque chose dans les valeurs traditionnelles familiales. Et quand on est quelqu'un, dans le fond, qui a un comportement qui n'est pas dans la norme, et particulièrement pour les travestis, la chose était inenvisageable, en fait. Donc ce sentiment peut-être de se conformer simplement par les looks
leur donner peut-être le sentiment peut-être d'être plus respectables et qu'elles seraient peut-être plus acceptées. C'est votre premier film américain, Sébastien Lifshitz? J'avais fait un documentaire au tout début des années 2000 qui s'appelle La Traversée, où j'étais partie en fait avec mon meilleur ami Stéphane Bouquet à la recherche de son père en fait qu'il n'a jamais connu. Et le film est une sorte de road movie comme ça, une sorte d'enquête où on part à la recherche de cet homme en fait. En tout cas, vous êtes le seul Français en compétition internationale pour cette 5e édition au FIPADOC avec ce film Casa Susana dont on va vous reparler. Alors attention, changement d'ambiance. Il manquait que toi hier soir. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait Eric, Franck, Ouais. Raphaël, Thomas. Bah couillon. Ah bah couillon, bah comme tu dis. La valse des platanes de Laurie Pinon, notre deuxième invitée, et de Bertrand Amiot, a été montrée hier et reviendra jeudi sur les écrans à Biarritz. C'est un relais routier, un lieu de passage pour les camionneurs de toute l'Europe, situé le long de la Nationale 10. Le restaurant et le parking, c'est important, sont tenus par Patou et François. Ils sont proches de la retraite. Tous les deux, ce couple de propriétaires se cherche désormais un repreneur. Après 20 ans de bons et loyaux services, on y retourne plus tranquillement et on fait connaissance avec ce couple. Moi j'étais patronne à 18 ans. J'ai pris la succession de mes parents dans un petit village. J'ai tenu cette affaire pendant 10 ans. Et j'avais toujours dit, je ferais ce métier, sauf si c'est un routier. 5, 6, 7... Il faudrait descendre chercher les paupiètes. Rôti de porc, tripe paupiètes aujourd'hui. Pour un établissement comme ça, il faut être à 2. Puis les travaux publics, ça a commencé à me peser un petit peu. Il suffisait de sauter le pas, quoi. Et on l'a sauté. Bon. Je vais aller faire les œufs. Voilà, 99, ça fait plus de 20 ans qu'ils l'ont sauté, le pas justement, Laurie Pinon. Alors la valse des platanes, quelle nationalité pour ce film? C'est pas évident à dire, on y parle tellement de langues, on y vient des 4 coins de l'Europe, il y a ce parking, ce restaurant, où on retrouve aussi d'ailleurs dans les assiettes des produits qui ont probablement eux aussi circulé sur toutes les routes du continent, comme nous le rappellent les routiers, puisque ce sont eux qui les transportent. Et en même temps, on est quand même bien en France, hein. On est dans un lieu assez typique de ces nationales qui parcourent, qui quadrillent la France encore aujourd'hui, hein. Le relais routier français, c'est vrai que c'est presque un patrimoine qui est aussi en train de disparaître parce que petit à petit, ces petits lieux familiaux dans leur jus ferment. Quand on a rencontré François et Patou, déjà on avait vraiment flashé sur ce bâtiment des années 50. Et François et Patou, avec cet amour du commerce, surtout Patricia, ces menus qu'elle fait tous les jours, qu'elle travaille avec des produits plus ou moins locaux, pas de steak frites, on ne fait pas de steak frites, ce sont des plats traditionnels. Donc oui, on retrouve... il n'y aurait pas les platanes dans un autre pays, c'est sûr. Ensuite, lieu refuge, je vous disais en introduction, c'est vrai que on voit des routiers, on peut voir des routiers avec leurs pantoufles. C'est un lieu où ils vont prendre leur douche, dormir donc en effet sur le parking, dans leur camion. C'est quand même un lieu refuge dans le sens aussi, et c'est comme ça que ces 2 propriétaires l'ont pensé, un temps de pause, en fait, dans ces vies rythmées par la route, ces heures de route qu'ils peuvent passer à conduire. Tout à coup, ils s'arrêtent là et ils ont voulu en faire aussi un lieu social, sociable, d'où la condition pour pouvoir occuper le parking. Il faut dîner, il faut manger là et s'autoriser aussi ce moment d'échange, hein. Et parler, parce qu'un routier, ça peut être le seul moment où il discute et où il se livre, où il échange. Pour avoir passé une semaine dans la cabine avec un camionneur, c'est terrible, quoi. C'est des heures d'attente. Donc en effet, on croise les clients, ce qu'ils appellent les clients, là où ils posent, ils reprennent la marchandise. Le soir, c'est vraiment ce moment, en effet, de vie sociale et
Alors maintenant, il y a les téléphones qui ont beaucoup changé la donne quand même, parce qu'il y a aussi pas mal de routiers qui restent dans leur cabine et qui font des visios avec leur famille. Mais je pense que Patricia, elle avait ce rôle-là. Des fois, on dit dans les bars que c'est un bistrologue. Mais je pense qu'elle, oui, elle a ce côté bistrologue, d'écouter, de prendre. Et puis, des fois, la personne, elle la reverra jamais. C'est un lieu de passage. Avec des habitués, avec des et d'autres habitués qui passent et qui ne reviendront pas. Exactement. Laure Pinon, comment naît un film? Comment avez-vous trouvé votre sujet et su que vous teniez un film? L'idée, elle est venue, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Je me baladais à vélo, moi j'aime bien voyager à vélo. Et je me suis arrêtée un midi dans un relais routier en Bretagne. Je ne l'ai jamais retrouvé d'ailleurs. Et je me suis retrouvée sur une grande tablée entourée de camionneurs. Et j'ai vu ces visages marqués, plein de bienveillance. Alors moi j'étais toute petite au milieu d'eux. Et puis les gérants, qui étaient très vivants, très attentionnés. Et je me suis dit, j'avais envie d'être une caméra à ce moment-là. Je me suis dit qu'il y avait un film. Et avec Bertrand Amiot, on avait très envie de faire un film ensemble. On a partagé nos idées, puis on est parti sur ce film-là. Oui, peut-être que ce relais en Bretagne a disparu, purement et simplement, comme beaucoup d'entre eux. Et on voit la difficulté aussi à travers ce film à tenir des lieux comme ça. Hein. C'est H24 toute la semaine pour ce couple de propriétaires. On connaît, Sébastien Lifshitz, votre fascination pour les images, ces traces de vie, ces images qui renferment autant de mystères qu'elles semblent en révéler à première vue. Ici, il y a une image source pour Casa Susana. Il y a une première image qui vous a amené sur cette piste, cette histoire. En fait, c'est une histoire secrète, c'est une histoire vraiment qui n'aurait jamais dû être révélée, parce que c'était un lieu secret qui existait uniquement à travers ce réseau clandestin de travestis. Mais ce qui s'est passé, c'est que un couple à New York trouve au puce à peu près 300 photos amateurs avec ces travestis dans les années 50-60, à la campagne, vraiment au milieu de nulle part. Et les photos sont tellement intrigantes qu'ils vont les présenter à un éditeur. Et ils font un livre tout de suite en 2004 qui sort sous le titre Casa Susana. Mais personne ne savait quelle histoire il y avait derrière ces images, en fait. Et à l'époque, moi, j'achète le livre. Et je suis fascinée, comme beaucoup, par ces images. Elles sont très mystérieuses. On se demande véritablement qui sont ces gens, comment ces situations même ont pu être possibles en fait, dans cette Amérique quand même très répressive. Et le New York Times en fait, fait une enquête à la suite de la publication de ce livre et commence à poser, je dirais, le début de l'histoire. Et puis plus rien pendant des années. Et au moment où je fais une exposition à Arles qui s'appelait Mauvais genre sur les travestis à travers la photographie amateur, je rencontre une historienne de la photo qui s'appelle Isabelle Bonnet et qui a fait un mémoire en fait sur la Casa et donc a poursuivi l'enquête que le New York Times avait fait et là découvre beaucoup de choses. Découvre la maison, le nom de Susana, le véritable nom de naissance de Susana, retrouve des témoins de l'époque et me raconte cette histoire en fait. Et j'ai été très intriguée, fascinée. Et à partir de là, il y a comme l'évidence qu'il faut en faire un film, en fait. Et parce que c'est quand même une histoire qui raconte ces pionnières, en fait, qui ont réussi à braver quand même beaucoup d'interdits, à prendre beaucoup de risques. À l'époque, on pouvait briser des vies en 2 secondes, quand même. La réputation était très importante. Et ces hommes mariés, souvent de la middle class, avaient tout à perdre, en fait, s'ils étaient découverts. Et c'est une Amérique, celle des années 50-60, qui espionne, qui ont fait des enquêtes de mœurs sur beaucoup de gens. Et donc, beaucoup prenaient des risques, en fait, en se retrouvant là-bas et en essayant tout simplement d'être eux-mêmes. Et je trouvais donc, pour toutes ces raisons, cette histoire fascinante de voir comment ces couples, aussi d'hommes et de femmes, ont pu vivre, en fait... toutes ces questions d'identité, comment les femmes, leurs épouses, ont même compris ou non leur mari. Ça pose énormément de questions d'ailleurs sur justement ces femmes qui les ont accompagnées. Et cette époque qui ne permettait absolument pas de comprendre quoi que ce soit sur toutes ces questions d'identité de genre. Et j'étais assez fascinée par toutes ces questions que pouvait
incarner ces images. Et cette histoire, elle s'écrit encore. On se disait passé, présent, futur. Cette histoire vécue par ces pionnières, on a l'impression qu'on est en train de vivre en ce moment la suite de l'histoire, réellement. Il n'y a pas eu de rupture, d'interruption. Ça a commencé avec elles. Et aujourd'hui encore, cette histoire s'écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, parce que la question de l'identité, et notamment du genre, elle est beaucoup discutée dans les médias. Et ça peut donner cette fausse idée qu'en fait, c'est une question d'aujourd'hui, en fait. Alors que dans le fond, la question de l'identité, elle a toujours été présente dans la société. Des personnes transgenres, des travestis ont toujours existé. Et je trouve que c'est important de montrer qu'il y a... que ces questions, dans le fond, elles traversent le temps. Et qu'il y a des pionnières, qu'il y a des gens qui ont pris énormément de risques avant et se sont posés dans des contextes vraiment hostiles, ces questions. Dans les années 50, quand vous étiez quelqu'un de transgenre, d'ailleurs même le mot n'existait pas encore, vous n'aviez aucun moyen de comprendre en fait ce qui se passait en vous. Vous n'aviez aucun soutien, il n'y avait strictement personne. Donc ce lieu, la Casa Susana, a été pour beaucoup, je crois, un lieu où tout d'un coup, ces hommes pouvaient s'exprimer et essayer de comprendre un peu plus qui ils étaient. Oui, d'ailleurs, à l'origine, il y a cette association pour l'expression totale de la personnalité, donc qui se crée en 62. Le nom donné à ce collectif, à cette association, en dit long sur le sens aussi de ce lieu refuge réellement, de cette Casa Susana que vous racontez à travers ce film, Sébastien Lifshitz. La question du temps, Laurie Pinon, comment vous l'avez intégrée, vous, à votre histoire? Parce qu'elle est omniprésente, à travers les témoignages, à travers les images aussi, à travers ces 20 ans qu'ont vécu ce couple de propriétaires-là, ils ont vu une autre Europe se construire, presque une autre mondialisation aussi. Le temps, oui. L'évolution du métier du routier, ça revenait très souvent. Je pense que c'est ça qui caractérise les grands changements économiques et juste la manière de traiter les gens de la route. Aujourd'hui, un routier, c'est presque la dernière étape avant le camion automatique, quoi. Il devient un peu une machine, moins de liberté, plus de sécurité. Donc oui, ça montre un peu l'évolution dans le temps, les relations humaines aussi, le changement, le fait, j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il y ait les téléphones, que beaucoup de routiers pour gagner leur panier ne s'arrêtent plus dans les relais routiers et mangent un sandwich seul. Donc si on les écoutait parler. Oui, on les écoute témoigner devant votre caméra, Laurie Pinon. Dans le transport, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Il suffit que je crève, mes heures elles passent, j'ai plus d'heures, je dors au bord de la route ce soir et puis on rentre demain matin. Je roule, je vois la route défiler, je fais les kilomètres et puis on y va, quoi. C'est des rares moments où je suis bien. Moi je vois mal travailler à l'usine ou dans un bureau. Ici on est tout seul, on est peinard, on fait ce qu'on veut. Je gère ton temps de travail, quoi. Si tu n'aimes pas le travail que tu vas faire, passer du temps dehors, loin de ta famille, de tes enfants, de ta femme, il y a des conséquences, des graves conséquences. J'avais une petite fille de 5 ans, maintenant elle a 25 ans, et je n'ai pas vu le temps à passer. J'ai accouché de ma fille donc au mois de février, au mois d'avril j'ai repris le boulot. La petite dans la couchette, mais c'est à vivre, quoi. On a été malheureux pendant le Covid. Pas de restaurant, pas droit à l'accès des toilettes, pas le droit de se laver. Les chiens, pire que les chiens. J'en ai eu l'expérience l'année dernière avec ma femme. Elle a fait une crise cardiaque et j'étais pas là. Alors c'est pour ça que si je peux essayer de profiter un peu de ma retraite. Là, on entend le temps qui passe et la route qui défile aussi devant votre caméra avec ce film, La valse des platanes, Laurie Pinon, avec Bertrand Amiot. Alors, c'est aussi intéressant dans ce film, et vous n'avez cessé de traquer ça, vous, Sébastien Lifshitz, la question des marges. Comment les rendre visibles, ces marges invisibles, ces personnalités oubliées? Et il y a de cela aussi dans votre valse des platanes. Tout à coup, ceux qui sont les invisibles de cette mondialisation
apparaissent à l'écran et on ne leur donne jamais la parole. On ne sait pas ce qu'ils vivent en fait et on ne sait pas comment ils la vivent. Invisible et mal aimé aussi, parce qu'un camionneur, c'est toujours celui qui nous embête, donc c'est même plus qu'invisible. Il y en a un qui le raconte assez bien en disant « on ne peut pas entrer dans les villes, on passe notre temps sur les routes, mais en fait les camions, ces gros camions, ils n'entrent jamais dans les villes. Donc on doit en permanence vivre aux marges, en fait, aussi. » Exactement. Avant, les camions avaient accès aux villages, dans les villages, donc ils pouvaient s'arrêter sur le parking, manger, discuter, acheter leurs cigarettes, ils sont fumeurs, enfin bref. Ils pouvaient avoir un brin de vie sociale. Maintenant, en effet, tout se passe hors ville. Pendant le Covid, on l'a entendu... là, ils n'avaient pas accès ni aux toilettes, ni aux douches. Quand ils arrivaient chez les clients, même pas un café. Je vous laisse imaginer ce que pouvait être une semaine dans un camion seul. Et puis on sent ces strates aussi qui apparaissent, des Espagnols, des Portugais au départ, en plus des Français. Depuis quelques années, les routiers venus de l'Est, ils ont cassé les prix, dit l'un, on leur en veut pas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça crée, là encore, des différences, des hiérarchies presque au sein de cette clientèle d'habitués, cette nouveauté avec laquelle il faut faire avec. Ouais. C'était la même chose il y a 15 ans, 20 ans avec les Espagnols et les Portugais. Bon, le problème se dépasse. Après, il y a quand même aussi la fraternité entre eux, parce que comme il y a un routier qui le dit très bien dans le film, il dit si on serait à leur place, on ferait la même chose. Les routiers, il y a aussi, donc en effet, il y a différentes nationalités, mais on aime bien dire que c'est une radioscopie de la société française, parce qu'on retrouve... Il n'y a pas un routier pareil, il y a des vies. On a un prothésiste dentaire qui, à 40 ans, a décidé d'arrêter de devenir routier. Une aide médicale, pareil, quelqu'un qui était dans le médical, qui est devenu à 40 ans routière. Il y a un berger qui fait ça à mi-temps pour compléter son salaire. On a vraiment rencontré... Pourquoi ils ont changé de vie comme ça tout d'un coup ? Alors, il y a beaucoup de routiers qui ont été interdits, leurs parents leur ont interdit d'être routiers. Donc, ils sont partis dans autre chose. Et finalement, au bout d'un moment, ils se disent attends, moi, c'est ça que je voulais faire, je veux faire de la route. Oui, il y en a qui y voient une vraie passion aussi, et c'est le cas de certaines de ces femmes qui entrent dans ce monde quand même extrêmement masculin. Vous filmez cet apprentissage de la féminité aussi, à vous, Sébastien Lifshitz, ce rêve de femme qu'ont ces hommes dans ces années 60 aux États-Unis. Là, on arrive dans un univers très très masculin avec des femmes qui ont envie de l'intégrer, de prendre le volant, et cette routière qui témoigne devant votre caméra, Laurie Pinon, en disant qu'elle est un peu comme une biche au milieu des loups, puisqu'on parlait de berger à l'instant. Deuxième extrait de Casa Susana, avec le témoignage de Betsy. C'est passionnant parce que c'est pas simplement un film sur ces hommes, vous le disiez, Sébastien Lifshitz, Casa Susana, c'est aussi un film sur ces familles où les pères se travestissaient, où les mères les accompagnaient jusqu'à la Casa Susana, et pendant qu'on envoyait les enfants en colonie de vacances, ils avaient ce moment, cette bulle, cette parenthèse aussi dans la vie du couple et de la famille. Témoignage donc de Betsy qui a appris à connaître son père, ses parents, petit à petit. Everybody that my parents were most close to was in the transvestite scene. Tous les proches de mes parents étaient des travestis. Tout d'un coup, j'ai compris pourquoi je partais 2 mois en colonie tous les étés, dès mes 7 ans. Pour que mon père aille à la Casa Susana se travestir. Ma mère l'y conduisait et restait avec lui, parce qu'il n'avait pas le permis. Il y avait beaucoup d'épouses là-bas. Ma mère le conduisait Casa Susana tous les week-ends en été. C'est pour ça que je suis allée en colonie de vacances pendant 8 ans. Alors, il y a ce témoignage de Betsy, elle a lu aussi le livre qu'a écrit son père, Une année avec les filles, si je le traduis bien. Il y a aussi la figure de Virginia, qui revient beaucoup dans votre documentaire, Sébastien Lifshitz, une des premières à être partie en Europe pour y subir plusieurs opérations et obtenir cette transformation, cette métamorphose réellement de son identité et de son corps. Elle avait créé un magazine, Transvestia. Et il y a une littérature naissante dans ces années-là qui faisait lien au sein de cette communauté, au sein de cette vaste assemblée, comme dit l'une. Transvestia, ça a vraiment été, je pense, quelque chose aussi de très important parce que, en fait, c'était une revue, là encore, secrète, clandestine.
mais dans lequel il y avait des pages où il y avait des petites annonces et qui permettaient à chacun de laisser une adresse avec une boîte postale et donc de rentrer en contact en fait avec les unes et les autres, et qui a permis progressivement en fait de faire grossir en fait ce réseau et de sortir de l'isolement beaucoup de ces hommes qui étaient, je pense, véritablement en souffrance dans, je dirais, qui vivaient dans une forme de peur, de terreur de ce qui leur arrivait, et tout d'un coup de voir qu'ils n'étaient plus seuls et qu'ils pouvaient non seulement échanger et trouver même un lieu qui pouvait les accueillir a été essentiel, je pense, pour eux. Et Transvestia a vraiment permis ça, en fait, de créer des liens, en fait. Comment vous le qualifiez, ce lieu ? Une utopie. C'est une utopie. Oui, c'est une magnifique utopie qui n'a eu qu'un temps, malheureusement, mais qui a quand même permis l'espace, disons, de 10-15 ans je pense, d'aider et de structurer en fait ce qui va arriver plus tard, en fait, tous ces mouvements de révolte et de contestation de la fin des années 60. On voit là en fait en train de se constituer une société différente, que ce soit pour... alors, les homosexuels étaient étrangement refusés, en fait. Il y avait cette peur, en fait, tout d'un coup, de cumuler, je dirais, tout ce qui était rejeté par la société à cette époque-là. Mais je pense que certains devaient d'ailleurs mentir. Et donc, pour pouvoir faire partie de ce groupe, voilà, il fallait être plutôt marié, avoir une certaine situation, et en même temps vivre cette transidentité qui était quelque chose de véritablement impensable à l'époque. Le festival des histoires vraies, nous dit le FIPADOC, c'est ça, Sébastien Lifshitz? C'est le vrai du faux qui distingue la fiction du documentaire? Ça, c'est une grande question. On n'a pas beaucoup de temps pour y répondre. Ah bon, d'accord, ok. Un documentaire, il y a toujours une part de fiction dans un documentaire, pour pouvoir... Mais... en tout cas, il y a un rapport direct avec le réel qui moi, me fascine toujours. Je trouve que, par exemple, ce qu'on a entendu voilà, sur ce relais routier, je trouve ça fascinant, toutes ces vies qu'on croise. Et la chance, en fait, voilà, vous nous donnez voilà, de pouvoir les rencontrer et les entendre. Comme vous dites, c'est une parole rare, en fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laurie Pinon pour la valse des plintades. Merci Sébastien Lifshitz pour cette Casa Susana. 2 films présentés cette semaine encore au FIPADOC, le Festival international du documentaire à Biarritz, dont France Culture est partenaire. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Jean Frédérix à la technique. Merci beaucoup à eux.